Et on va commencer avec donc un des 3 romans, que je vais vous présenter ce soir. Ensuite, il y aura 3 mangas, puis la présentation de la plateforme numérique d'Elsite, une plateforme de doujinshi. Mais pour l'heure, on va parler de Eux. Eux, c'est les 2 qu'on voit ici sur, la couverture donc de ce roman de, CM Deyana. Donc un roman, alors je comment dire? Je l'ai inclus dans les reviews, nouveautés, parce que je pense qu'il peut malgré tout se lire indépendamment, mais sinon stricto sensu, c'est, tout de même la suite, d'un autre, d'un 1 tome, qui, s'appelait «Lui», ce premier tome était, consacré à un couple qui se formait durant la période de confinement, Covid de 2020, à Paris. Voilà, donc le couple se formait du coup dans des circonstances vraiment très, très particulières et donc on va retrouver ce couple-là, mais pas seulement. On est post du coup, cette période de confinement. Et on va suivre donc les 2 héros, c'était, Samuel et Corentin. On est en juin 2020 précisément, voilà. Donc vraiment juste après le confinement et donc Samuel et Corentin vont partir en road trip avec 2 amis. En l'occurrence, non, j'ai dit n'importe quoi, Samuel, Corentin et Pixie, non, rien à voir, pas du tout. C'était Samuel et Alexandre, je pense, les héros du tome 1, c'est ça. Et donc Samuel et Alexandre du tome 1 qui s'appelait «Lui», vont donc, faire un road trip avec, Corentin et Pixie, heu, voilà, pour, rejoindre Alexandre qui lui est resté en Alsace. Voilà, on est, heu, on est au complet. Donc en tout cas, c'est un road trip de 4 amis, dont, du coup un couple, en l'occurrence Samuel et Alexandre, mais un couple très nouvellement formé. Et donc on va les suivre dans différentes étapes. Alors il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Il y a les trigger warnings, il me semble au début, je peux peut-être, vous les, citer. Il me semble les avoir vus, à moins qu'ils soient à la fin, les trigger warnings. Bah non, peut-être pas alors. Mais bon, en tout cas, il y a des voilà, il y a des scènes, difficiles, d'agression, d'homophobie, voilà, je préfère le préciser. Ah voilà, si, trigger et content warning, homophobie, transphobie, agression homophobe et mention de, tentative de suicide. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Mais ça, c'est pour les aspects un petit peu négatifs qui sont abordés, mais au global, moi, j'en ai retiré beaucoup de positifs. Les 4 personnages sont extrêmement attachants, avec chacune leur personnalité, et en plus, ils représentent beaucoup de couleurs, beaucoup de lettres de la communauté LGBTQIA+. Donc on va parler, notamment de non-binarité, on va parler de polyamour, voilà. Donc c'est quand même une thématique qui est pas très souvent abordée, dans la fiction de manière générale. Donc là, c'est fait et c'est fait avec brio. C'est très facile à lire et ça, pour moi qui suis pas un gros lecteur de romans, c'est vraiment parfait. Genre vraiment des chapitres plutôt courts, c'est écrit plutôt gros, voilà, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour que même si vous n'êtes pas habitué à lire, des romans, un petit peu comme moi qui suis pas un gros lecteur de romans, même si j'en reçois de plus en plus en service presse donc j'en lis de plus en plus, mais toujours pas très vite. Hem Mais pour le coup, eux, voilà, il m'a fallu moins de 10 jours, je crois, pour le lire, ce qui pour moi est vraiment très bien, puisque le roman, donc il fait 270 pages à peu près. Donc déjà, c'est pas très long, 270 pages par rapport aux gros pavés que je reçois, et je parlerai d'un, juste après. Mais voilà, tout ça pour dire que ça se lit extrêmement bien, c'est très dialogué, les chapitres sont plutôt courts, à chaque fin de chapitre, on a envie de savoir la suite, donc du coup, ça incite aussi à lire plusieurs chapitres, d'affilée.
Donc j'avais déjà adoré lui, le premier tome et là j'ai adoré eux. Et il y a un troisième tome donc qui sortira. Ce sera vraiment une trilogie, complète où on retrouvera à nouveau, les personnages, croisés dans les 2 premiers romans. Oui et donc, c'est de l'auto-édition, donc ça veut dire que, pour le moment, je crois qu'on peut se le procurer qu'en numérique, mais la bonne nouvelle, notamment pour les personnes qui ont un abonnement Kindle, c'est que, E est inclus dans l'abonnement Kindle. Donc du coup, voilà, vous pouvez le lire, je connais pas très bien, hein, moi j'ai pas de liseuse et tout, mais en tout cas, ça fait partie de l'abonnement Kindle et sinon, bien sûr, vous pouvez l'acheter en e-book. Il est à peine à 5 euros, je crois. Donc voilà. Sinon, il me semble que Sam Diana sera peut-être, à la Icon, voilà, possiblement. Heu et de toute façon, le mieux, c'est d'aller, le suivre sur Instagram. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Voilà pour ce premier roman que je vais poser ici. Voilà. On va enchaîner avec un deuxième roman, Les dangereuses sœurs Zéphyr de Laetitia Casado. Donc là, vous voyez, je vous parlais de gros pavés, on est là-dessus, hein, on est sur ouais, 450 pages à peu près de romans. Alors, sachant qu'il y a parfois des fausses coupures de presse, des cartes postales comme ça, vous comprendrez pourquoi ça a son importance. Donc là aussi, même s'il y a plus de pages que dans le roman précédent que j'ai présenté, ici, voilà, on est sur un roman qui certes fait 450 pages, mais qui lui aussi se lit plutôt facilement. Pareil, qui a des chapitres pas trop longs. Et puis qui a beaucoup de suspense aussi, donc pareil, on enchaîne facilement les chapitres. Donc de quoi ça parle Les dangereuses sœurs Zéphyr? Eh bien c'est sorti quelques jours avant le mois des fiertés, c'est sorti le 28 mai, donc on va dire que c'est sorti pour le mois des fiertés. Et là pour le coup, c'est vraiment pas, évidemment une date choisie au hasard puisqu'on va vraiment aller aux racines des mois des fiertés. Donc voilà, il y a toute une histoire, hein, sur pourquoi c'est au mois de juin qu'on fait, comme ça des marches, des prides, et cetera. Et donc ça vient notamment de l'histoire américaine et donc c'est effectivement à New York que va se passer, le récit où on va suivre donc comme le titre l'indique 2 sœurs qui ont été séparées en 1943 en pleine Seconde Guerre mondiale, à cause d'un incident qui s'est produit avec elle, avec, l'aînée, qui s'appelle Amanda. Et donc Amanda a dû, fuir la France et elle s'est réfugiée, à New York, aux États-Unis et sa petite sœur qui elle s'appelle Louison, bah, du coup est à sa recherche, parce qu'elle a pas du tout de nouvelles de d'Amanda, hein. Elle a vraiment totalement coupé les ponts avec sa famille, et donc en fait l'aînée, Amanda a laissé comme ça des petits indices sous forme de cartes postales, d'où le fait qu'on en ait sur certaines pages du roman, euh, dans l'espoir justement de se faire retrouver par sa petite sœur, Louison. Donc voilà, c'est un peu un jeu du chat et de la souris qui va être entamé avec Louison qui du coup va se rendre à New York parce qu'elle a compris que c'est à New York que Amanda s'est réfugiée et a construit une nouvelle vie, une vie de musicienne. Alors elle l'était déjà avant, hein, mais voilà, elle essaie de se construire une carrière à New York dans la musique. Et Louison, elle fait plus des petits boulots, on va dire, notamment dans un parc d'attractions qui s'appelle Coney Island, donc qui est une île à New York où il y a des attractions, etc. Et donc en fait, on va les suivre sur un temps très long puisque, ça démarre donc je l'ai dit dans les années 40 et on finit dans les années 60, donc on est vraiment sur un temps très, très long. Et ce qui nous permet du coup de, voir, tout du long, toutes, les coulisses un peu, des luttes LGBTQIA+. Alors on disait pas ça à l'époque, mais des luttes queer, on va dire de manière générale, dans ces années-là, qui ont beaucoup été portées par les personnes lesbiennes, les personnes trans et donc ce sont 2 thématiques qu'on va, beaucoup aborder puisque donc Amanda est, lesbienne.
Elle va, d'ailleurs, se mettre en couple, avec une Afro-américaine, donc on a aussi cette thématique du racisme et Louison, elle est en plein questionnement sur son identité. Donc voilà, on va parler de ces 2 thématiques grâce à ces 2 sœurs et surtout, les 2, surtout Amanda quand même, est très active et très militante pour, les droits LGBTQIA+, et contre, les répressions policières qui sont très, très fortes à ce moment-là. Donc du coup, ce que j'ai adoré, c'est que c'est un roman historique avec de la vraie histoire queer, avec de la vraie histoire des luttes LGBTQIA+, qui ont été très importantes, aux États-Unis, notamment là, en tout cas, ça se passe aux États-Unis. Et donc c'est absolument, absolument passionnant, hein, de lire ça et surtout à la fois, on a le côté historique, mais sous la forme d'un divertissement. C'est-à-dire qu'on a une vraie histoire, hein, donc les 2 sœurs qui se recherchent, quel est l'incident exactement qui a fait fuir Amanda, de la France, voilà, on a vraiment un récit totalement haletant, avec, des rebondissements, voilà, des nouveaux personnages qui arrivent, des croisements entre les 2 sœurs qui, en fait, vont être plus ou moins au même endroit, au même moment, mais elles vont pas véritablement se croiser. Donc elles savent pas que l'une et l'autre sont, au même endroit, au même moment. Donc voilà, à la fois le côté histoire, mais à la fois aussi le côté vrai divertissement, à proprement dire, avec, un vrai, récit, qui est extrêmement, bien construit. C'est un parfait, parfait prétexte, ce, roman, cette fiction pour en apprendre plus sur les luttes queer, aux États-Unis des années 40 aux années 60. Donc notamment à la fin des années 40, début des années 50, on avait ce qu'on appelait le macartisme. Donc ça vient de Monsieur McCarthy, qui, faisait une véritable chasse aux sorcières, notamment, heu, contre les communistes qu'on appelait les rouges et donc contre les, personnes déviantes, les, violets. Voilà, chacun avait une couleur et donc les personnes queer, c'était les violets. Donc là aussi, il y a pas mal quand même de trigger warning, hein, vous vous en doutez, on est quand même, voilà, il y a, les trigger warnings qui sont disponibles à la page 455, donc à la fin du récit. Donc on a homophobie, lesbophobie, racisme, outing, thérapie de conversion, décès, agression et violence, suicide, consommation d'alcool et de médicaments. Voilà, tout ça qui peuvent rendre difficile la lecture de ce texte. euh, Parce que c'est un récit historique qui se passe des années 40 aux années 60 et c'était pas que joyeux. Les luttes étaient joyeuses, mais s'il fallait lutter, c'est qu'on était persécuté. Bien sûr, il y a des choses assez compliquées qui se passent dans le récit. Et bonsoir Pucelotte, bienvenue à toi. Voilà pour le deuxième roman. Là, on va passer à un roman qui, je pense, est plus connu parce que il est lié à une série qui a fait le buzz sur Internet, sur les réseaux, auprès notamment des fans de BL. Je parle bien sûr de Game Changer, le tome 1 de la saga Game Changers de Rachel Reed, euh, qu'on connaît plus sous le nom de Heated Rivalry, évidemment, puisque c'est le nom de la série qui adapte les romans, qui adapte plutôt le tome 2 de Game Changers, donc qui est dédié à Ilya et à Shane, que je suis en train de lire puisqu'il est sorti le 30 juin, donc on en parlera lors du prochain stream review mensuel. Mais donc le premier tome, c'est Game Changer, et on va suivre tadam, Kip et Scott, voilà, qu'on connaît aussi, puisqu'il y a un des épisodes, l'épisode 3 si je ne me trompe pas, l'épisode 3 de Heated Rivalry qui est dédié à Kip et à Scott. Scott, c'est Scott Hunter, un célèbre hockeyeur, puisque bien sûr c'est ce sport-là, hein, qui est présenté dans la saga Game Changers et dans la série Heated Rivalry du coup. Donc un hockeyeur, alors c'est marrant parce que du coup, évidemment, il y a quelques petites différences, donc notamment les noms des équipes. Donc là, dans le roman, Scott Hunter, il joue pour les New York Admirals. Donc je crois qu'il est peut-être même pas à New York, Scott Hunter dans la série, je sais plus.
Je sais même pas si c'est dit. Mais en tout cas, ici, ça se passe à New York. Si, peut-être que ça se passe à New York aussi dans la série. Donc l'histoire globalement est la même, hein. On a Kip, qui est dans un espèce de bar à smoothie, donc qui fait ça un peu temporairement en attendant peut-être de pouvoir reprendre des études, d'histoire de l'art, voilà. Et on a donc Scott Hunter, énorme célébrité du hockey, mais qui en ce moment traverse une mauvaise passe, et qui joue pas très bien, voilà. Et en fait, après son jogging, il va atterrir dans ce bar à smoothie et donc il va, parler à Kip et Kip va lui recommander un certain smoothie en particulier. Je sais plus quel est le nom exact, il y a Brooklyn dedans, mais en tout cas, c'est un smoothie plutôt aux myrtilles. Alors dans la série, c'est un ajout de la série, d'avoir donc ce smoothie aux myrtilles, mais Kip lui dit: «Moi personnellement quand je me le fais, je me rajoute une banane, je trouve ça meilleur». Et donc Scott lui dit: «Bah, let's go, fais-le à ta sauce et tout». Et ça, c'est pas dans le livre, par exemple. Voilà, donc c'est des petites différences comme ça, par-ci par-là. Donc c'est comme ça qu'ils se connaissent, Kip et Scott, et ensuite ils vont flirter parce que donc ce smoothie apparemment a porté chance à Scott Hunter puisqu'il a remporté le match, qu'il a beaucoup mieux joué que ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc vu qu'il est très superstitieux, il répète cette routine-là d'aller faire son jogging, puis de prendre son smoothie donc au bar où travaille Kip. Et donc voilà, ils vont flirter et ils vont se rapprocher, ils vont se mettre ensemble. Sauf que, bah, bien sûr, être un très célèbre sportif de haut niveau, notamment un hockeyeur ouvertement gay, c'est pas possible. Donc du coup, ils vont devoir se cacher, ce qui va évidemment être très compliqué à gérer pour les deux, notamment pour Kip, qui a l'impression de retourner dans le placard, alors que bah, lui, il a pas envie, il a envie de vivre son histoire d'amour au grand jour. Donc ça va être vraiment la thématique principale de ce roman. Et donc la principale différence qu'on va avoir entre le roman et la série, c'est que la série donc ne consacre qu'un épisode à ce couple-là, sur les 6 de la saison, une. Alors que bah, du coup là on a un roman complet qui fait 480 pages qui sont entièrement dédiées à Kip et à Scott. Donc évidemment, on peut se douter que ça va être beaucoup plus développé. Et effectivement, là je suis en train donc de lire Heated Ravelry, donc vraiment le roman sur Ilya et Shade. C'est quasiment du copier-coller, enfin la série est quasiment du copier-coller du roman. C'est impressionnant, vraiment il y a des scènes, des dialogues, c'est exactement ça. Genre vraiment l'adaptation en série est ultra fidèle et en fait, la série est moins fidèle, pour le couple Kip Scott, puisque je l'ai dit, c'est sur un seul épisode. Donc ils ont dû condenser 480 pages de livre, en un seul épisode de 40-45 minutes. Donc bien sûr, ça nécessite de remanier totalement la manière de raconter leur relation. Donc du coup, j'ai trouvé ça intéressant, d'avoir, une toute nouvelle vision de ce couple-là. Regardez aussi ce que j'ai reçu de la part d'édition Chatterley, c'est trop canon. Voilà, un petit maillot de Scott Hunter, le numéro 21, bien sûr. Donc, j'ai adoré aller plus en profondeur dans leur relation. J'avais un peu été frustré par cet épisode seul, même si on les revoit après, notamment dans le fameux épisode 5. Je ne vais pas spoiler, mais c'est incroyable ce qui se passe dans l'épisode 5 avec eux. Et du coup, j'ai mieux compris leur relation parce que j'ai trouvé que entre la fin de l'épisode 3 et quand on les retrouve à l'épisode 5, Kip et Scott, euh, j'avais pas trop compris en termes de temporalité, combien de temps séparait les 2 événements. Donc là, c'est beaucoup plus clair vu qu'on ne se concentre que sur Kip et Scott. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé redécouvrir, l'histoire de Kip et Scott en roman, parce que c'est quasiment de la découverte, en fait, plus que de la redécouverte en vrai. Bon, il y a aussi beaucoup plus du coup de scènes smut, il y en a vraiment beaucoup, genre vraiment beaucoup. Voilà, si vraiment le smut c'est pas du tout votre truc, que vous détestez ça, que vous aimez pas lire du R18 en roman ou en fiction de manière générale, Game Changers c'est peut-être pas fait pour vous. Parce que comme la série il y a déjà pas mal de scènes R10, enfin R18 non pas du coup R18, mais
en tout cas de scènes intimes, et dans le roman, il y en a aussi beaucoup et forcément elles sont plus détaillées parce qu'on peut évidemment dire plus de choses en roman que montrer des choses dans une série, et donc je trouve que c'est aussi un autre apport du roman par rapport à la série, c'est aussi les scènes intimes qui sont plus détaillées, plus complètes, plus nombreuses aussi, je l'ai dit, donc c'est voilà, c'est intéressant. Globalement, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre, le couple, Scott et Kip. Pucelotte qui dit: «Vraiment, vraiment beaucoup. L'histoire tiendrait en une cinquantaine de pages». Oh, peut-être pas quand même, mais c'est vrai qu'il y a quand même des chapitres. Il faut le dire, il y a des chapitres entiers où c'est quasiment que du smut. Après, les scènes de smut, elles peuvent aussi servir le récit, par moment. Voilà, la façon, ça se voit beaucoup dans Heated Rivalry, notamment le tome 2, la façon et ça se voit aussi dans la série, ça a été très bien adapté ça aussi. La façon dont ils font ce qu'ils font, elle change en même temps que leur, relation qui d'abord est purement sexuelle et qui, devient, autre chose après, un petit peu plus romantique, voilà, avec, plus de sentiments amoureux, on va dire. Donc je trouve que oui, parfois clairement, c'est du sexe pour se faire plaisir, mais je trouve que parfois c'est aussi du sexe pour faire avancer le récit et c'est aussi un peu le cas, avec Kip et Scott. Il y a notamment une période où ils font quasiment rien parce que vraiment Scott est totalement, enfin, il est très occupé, il doit être très concentré, il est beaucoup en déplacement, et cetera, donc ils ont peu l'occasion de le faire. Ils trouvent des moyens de le faire à distance, et cetera. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi, cette scène-là. Mais voilà, c'est un vrai apport, je trouve, du roman par rapport à la série, c'est d'avoir des scènes intimes plus détaillées. En tout cas, moi, voilà, ça m'a fait plaisir de les voir plus en profondeur, si je puis dire, dans ce type de scène. Voilà pour les 3 romans. Avant de passer au, non, on va commencer, pardon, on va commencer avec, les nouveautés, manga et ensuite on fera les suites de séries et pour finir, je vous parlerai de la plateforme DL Site, les, doujinshi que vous pouvez trouver, en ligne et notamment en français. Voilà, je ne l'ai pas précisé, mais, il y a des traductions françaises des doujinshi. On va commencer alors avec un shonen. Vous allez me dire: «Mais what the fuck? Tu parles très rarement de shonen quand même, sur la chaîne Yaoicast, voilà». Donc c'est un shonen, mais c'est un shonen créé par, la mangaka de Senpai This Can Be Love, donc un boys love et ce shonen, il s'agit des premières amours difficiles, d'Akira Momose. Voilà, c'est un tome 1. Il me semble, j'avais regardé quand j'ai préparé le stream, mais je ne me souviens pas là tout de suite. Mais il me semble que c'est une série toujours en cours avec quand même quelques tomes au Japon. Et donc c'est signé, Shinta Harekawa. Alors elle a peut-être un pseudo, pour, c'est Boys Love, donc peut-être que le nom est différent, mais en tout cas c'est la même mangaka, c'est la même artiste, qui, a donc fait, Senpai This Can Be Love qui est dispo chez Taifu Comics, dont on a eu la suite il y a pas si longtemps que ça, c'était, Brush Up. Hem, C'était cette année, c'était il y a 1 ou 2 mois je pense, en tout cas c'était dans les 3 derniers mois on va dire. Hem et donc cette fois, Vega, nous sort un shonen de cette autrice, mais on reste sur de la romance, mais du coup de la romance hétéro, vous l'aurez compris et c'est, une romance, une comédie romantique vraiment adorable et que moi j'ai trouvé, vraiment amusante. Donc on va suivre les déboires de Akira Momose qui a un crush pour un de ses, camarades de classe. Alors c'est vraiment l'archétype du gars de romance shonen, hein, voilà, il a pas un charisme de ouf et tout, juste voilà, elle est amoureuse de lui. Et en fait, elle a beaucoup de mal à faire passer ses sentiments. Donc en gros, heu, voilà, elle va faire des têtes un petit peu comme ça, qui font un petit peu plus peur,
heu, nous donne l'impression qu'elle est en train de nous draguer. Je remontre, voilà, je pense que là, si on me fait cette tête, je suis pas en train de me dire: «Cette nana est en train de flirter avec moi». Donc voilà, elle a un petit peu de difficulté à faire passer ses émotions, à son crush, et en fait, elle est consciente que, voilà, elle est très maladroite, dans sa façon d'exprimer ses sentiments et cetera, et donc ce qu'elle fait, mais ça n'arrange pas vraiment les choses, mais elle le fait, c'est qu'elle tient comme ça un petit carnet, enfin voilà, elle écrit en fait, tout un tas de scénarios où elle se dit: «Bah, voilà, le plan A, c'est, d'aller le voir à tel moment et de lui dire ça, ça, ça», donc de manière vraiment très précise. Donc bravo d'ailleurs à la traductrice, hein, d'avoir, traduit, tout ce qu'il y a écrit ici sur cette feuille. Donc voilà, elle va vraiment faire, bah, ça s'appelle feuille de route pour sortir avec, Hajime. Donc voilà, vraiment elle est très, très, très organisée, dans, ses tentatives d'exprimer ses sentiments. On se rapprocherait presque par endroits de Accroche-toi Nakamura, même si lui, il est pas autant, il intellectualise pas autant ses tentatives de drague, mais en tout cas sur cette idée de, tenter de draguer et d'échouer à chaque fois à séduire son crush, on est un petit peu sur le même type d'ambiance. Donc voilà, elle va écrire, tout un tas de plans avec, vraiment parfois, limite des dialogues, hein, entiers, pour, être sûre de ne pas être prise au dépourvu, mais vous vous le voyez, ça se passe pas exactement comme dans sa tête et comme elle, elle avait prévu. Donc voilà, il y a plein de situations comme ça très amusantes. J'avais peur aussi qu'il y ait une petite lassitude à cause de cette mécanique-là. Sur le premier tome, je l'ai pas du tout ressenti et j'ai vraiment très hâte de lire le 2e tome pour voir comment va avancer, leur relation, sachant que ça avance un petit peu quand même, hein, vers la fin du tome 1. Parce qu'au début, lui, il est vraiment, totalement, effrayé par, cette nana qui agit, vraiment très très bizarrement, avec lui. Et puis, bah, finalement, il va peut-être comprendre que c'est peut-être juste de la maladresse. Je parlais de la traduction, tout à l'heure. C'est, une traduction, je vais quand même, dire son nom, c'est Mathilde Gaillard-Morisaka. J'avais dit en story que vraiment j'avais trouvé la traduction géniale parce que de la comédie, japonaise, voilà, un manga de comédie, c'est très difficile à traduire parce que souvent il y a des jeux de mots, il y a voilà, c'est pas évident de faire passer l'humour japonais, en de transposer ça en français, c'est vraiment pas évident. Donc par exemple, il y a un moment donc où notre chère, Akira, elle écrit quelque chose sur le sable et en fait avec les vagues, ça se transforme en «Tu es con», alors que, elle avait écrit: «Tu es un gentil garçon». Voilà, et j'ai trouvé ça très ingénieux. Je me dis: «Ça n'a pas dû être évident». Enfin, d'ailleurs, on en a discuté du coup avec la traductrice après et effectivement, elle m'a dit qu'elle s'était vraiment pris la tête pour, trouver une transposition, de, ce truc-là en japonais et c'est, extrêmement bien fait. Donc je l'ai pas dit, hein, c'est des lycéens. Donc même peut-être oui, des lycéens. J'allais dire peut-être même fin de collège, mais non, c'est des lycéens. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment, je me suis beaucoup amusé. Alors, j'aurais pas forcément deviné que c'est la mangaka de Senpai This Can Be Love parce que c'est très différent puisque Senpai This Can Be Love, c'est vraiment des adultes, genre ils travaillent, ils sont même pas dans les études, ils travaillent, et cetera. Donc c'est 2 ambiances vraiment totalement, différentes. Hem, donc voilà, et ici on est vraiment sur de l'humour. Senpai This Can Be Love, il y a des moments qui sont rigolos, mais c'est pas une comédie à proprement dire. Ici, vraiment, on est sur du gag, on est, sur, voilà, ces situations, de maladresse, d'incompréhension entre les 2 personnages qui est vraiment, très, très chouette à suivre. Donc les premières amours,
difficile, et c'est peu de le dire, d'Akira Momose, le tome 1, qui est sorti chez Vega. On va passer à l'un des 2 seuls Boys Love, une des 2 seules nouveautés Boys Love de mai. C'est quand même fou de se dire ça, qu'il y a eu 2 nouveautés seulement en Boys Love, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit, de la nouvelle série, d'une mangaka qui vient nous voir à Japan Expo, en tout cas si elle prend pas peur devant la canicule qu'il va y avoir. Il s'agit bien sûr d'Ogeretsu Tanaka et de sa série Mermaid Prince. Voilà, la nouvelle série d'Ogeretsu Tanaka. Il y a le tome 2 qui va sortir dans pas si longtemps que ça, je crois que c'est en septembre. La série est toujours en cours au Japon. Je crois qu'il y a le tome 3 qui est sorti ou qui va sortir. Donc je crois qu'on en est à 3 volumes au Japon. On va du coup avoir nous le deuxième vraiment dans pas longtemps du tout. Et alors, vous le savez, Ogeretsu Tanaka, c'est un peu 2 salles, 2 ambiances. Voilà, suivant son mood, suivant son humeur, on peut avoir des titres extrêmement lourds, extrêmement tristes, extrêmement sombres. D'ailleurs, c'est la majorité hein, de ce qu'elle a sorti, que ce soit Happy Audience chez Anna, ou alors tout un tas de titres chez Taifu, Love. Ah, il y a un titre qui est trop long, ça me reviendra pas, mais elle a toute une saga comme ça où il y a des spin-offs, etc., qui sont quand même sur les violences conjugales, qui s'est fini d'ailleurs, je crois, par les 2 tomes de The Monster Exposed. Il y a The Proper Way to Write Love, et celui d'encore avant, il y a une histoire de Rusted Night, Love Whisper, Love Whispers in a Rusted Night, quelque chose comme ça. Euh, voilà, Ogeretsu Tanaka, elle peut écrire des récits vraiment sur des thématiques sociétales, graves, lourdes, sombres. Et à côté, elle est capable de faire Yalichin Beach Club. Et elle est capable de faire Mermaid Prince, qui est donc plutôt dans cette veine-là de titres comédie totalement what the fuck, totalement déjanté, à prendre au millième degré. Mais ici, il y a en plus une touche fantastique qui, je pense, est plutôt maligne par rapport à Yalichin. Voilà, parce que Yalichin, il y a des personnes qui mènent une vindicte contre Yalichin Beach Club parce que il y a effectivement des scènes de non-consentement, mais je trouve qu'ils sont dans un cadre tellement millième degré, genre. Enfin, je sais pas. Moi, j'arrive du coup à prendre de la distance. Après, chacun, chacune, bien sûr, a un ressenti différent, mais d'aller comme ça mener une vindicte contre Yalichin Beach Club, bon, je trouve ça un petit peu dommage. Il faut accepter que ça fasse rire certaines personnes qui arrivent à prendre du recul sur ce qui est raconté dans Yalichin Beach Club, qui est une histoire tellement déjantée, genre vraiment, c'est impossible que ça se passe dans la vraie vie. Donc, je pense que c'est plus facile d'avoir comme ça une distance. Pas pour tout le monde, bien sûr, mais voilà, à partir du moment où on prévient, où on fait le trigger warning, attention, dans Yalichin, il y a des relations non consenties, et on profite un peu de la naïveté du personnage principal. Après, bah, chacun chacune fait le choix de lire ou de ne pas lire, mais voilà. Et donc dans Mermaid Prince, on a un élément fantastique qui fait que je pense que ça va être moins décrié, parce que du coup, on a ce truc-là, de toute façon, c'est un monde imaginaire, puisque c'est un monde où les sirènes existent, voilà. Donc c'est un monde qui n'existe pas, donc peut-être que ça aidera certaines personnes à avoir plus de distance par rapport à Yalichin Beach Club. Mermaid Prince, donc concrètement, je l'ai dit, c'est un monde de sirènes, mais nous, on va sur un personnage principal qui n'est pas une sirène, qui est un mec totalement lambda, alors plutôt feignant, comment dire, oui, clairement feignant, totalement fauché, voilà, qui fait des petits jobs pour essayer de vivre, mais qui vraiment galère beaucoup dans la vie. Donc il s'appelle quoi? Il s'appelle Masami. Après, on l'appelle beaucoup Masa tout court, plutôt que Masami. Et donc un jour, il va voir débarquer des mecs un peu louches, hein, quand même. C'est des mecs habillés en noir et tout, avec les lunettes, qui inspirent pas trop confiance. D'autant que ils arrivent et lui disent, bah voilà, on est prêt, nous, à vous donner 100 millions de yens. Comment ça? Bah oui, vas-y, aboule le fric. Ben non, bien sûr, il y a une condition. Et cette condition, c'est de féconder
Une sirène, voilà. Parce que dans le monde de Mermaid Prince, on a une extinction probable prochainement des sirènes. Il n'y a plus suffisamment de sirènes et surtout les sirènes se sont vraiment intégrées parmi les humains puisque les sirènes peuvent avoir des jambes plutôt qu'une queue. Du coup, voilà, on ne différencie pas les humains des sirènes et donc les sirènes ne se rencontrent pas forcément entre elles pour avoir de la descendance, pour continuer à avoir des sirènes. Donc les hommes en noir disent au jeune Massa, bah écoute, c'est génial parce que apparemment tes gènes font que tu es parfaitement compatible avec l'ADN, le corps des sirènes, et ça fait que tu peux les féconder. Donc il te suffit de féconder une sirène, que la sirène ait un bébé avec toi. Donc, lui, il se dit: «Bah, let's go, hein, franchement, s'il y a juste à coucher avec une sirène, une fois pour avoir 100 millions de yens qui font à peu près 550 000 € quand même, hein, voilà, c'est une coquette somme, surtout pour un mec totalement fauché». Donc bien sûr qu'il accepte, sauf que la difficulté, lui disent les hommes en noir, c'est que, je l'ai dit, les sirènes sont totalement intégrées, dans le monde des humains. Donc ça veut dire qu'on ne différencie pas une sirène d'un humain. Donc pour aller trouver une sirène, parce que les hommes en noir, eux, ils ont aucune idée de où est-ce qu'il y a des sirènes, hein, donc ils lui disent à Massa: «Ah bah par contre, c'est à toi de te démerder pour trouver les sirènes, hein. Nous, on s'occupe pas de ça», donc galère. Hem Bon, la fiction fait que, heureux hasard, la sirène qu'on voit ici avec les cheveux longs, eh bien, il a entendu la conversation. Oui, parce que je dis sirène, hein, mais c'est plutôt que des mermaids, c'est plus des mermen, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des sirènes hommes, des hommes sirènes. Et donc, un homme sirène se présente à lui et lui dit: «Bah, écoute, j'ai entendu toute la conversation et écoute, ça tombe super bien, je suis une sirène». Donc là, Massa, il est trop content. Il se dit: «Mais super, beh, let's go, allez, on va au lit, on va faire notre affaire et let's go quoi, à moi les 100 millions». Bon, au début, il est un peu dubitatif sur le fait que c'est une sirène, mais à partir du moment où il le voit comme ça dans sa baignoire avec sa queue, il y a plus trop de doute et donc il est prêt à rapidement passer à l'action. Donc attention, il y a du contenu R18 très explicite, non censuré en plus, voilà, je préfère le préciser. Même si chez Ogeletsu Tanaka, il y a tout le temps du R18. Donc voilà, ils vont faire leur affaire et tout, et après avoir fait leur affaire, la sirène, l'homme sirène, va lui faire une révélation dont je vous laisse la surprise à la lecture, mais qui va faire que, cet homme sirène ne peut pas être fécondé et donc en fait, ça peut être un trigger warning là aussi, même si leur relation elle est consentie sur la base de, «On le fait pour que je puisse te féconder». En fait, l'homme sirène a plus ou moins omis de préciser quelque chose à Massa, c'est que donc il ne peut pas être fécondé pour une raison que je vous laisserai découvrir à la lecture de ce tome 1 de Mermaid Prince. Donc il est bien embêté, Massa, puisque, beh, il est là, bon, bah, super, du coup, il va falloir que je trouve une autre sirène à féconder. Et cerise sur le gâteau, la sirène là aux cheveux longs, enfin ils ont tous les cheveux longs, mais aux cheveux blancs, lui dit: «Bah, écoute, j'ai pas trop d'endroits où dormir, donc si ça te dérange pas, je vais rester ici. Je vais squatter quelque temps». Et donc bon, Massa, il est pas très chaud et tout et finalement, l'autre lui dit plus ou moins: «Mais tu sais, moi, je suis une sirène, donc peut-être que ça pourrait t'aider pour en trouver une autre, ta 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 ta». Donc voilà, c'est comme ça qu'il le convainc de pouvoir, squatter chez lui, va démarrer la recherche d'une nouvelle sirène et vous le voyez sur la couverture, on a 3 autres personnages en plus des 2 autres que j'ai cités. Alors il y en a un qui est celui qui est au milieu, c'est le meilleur ami de, Massa. Mais alors les 2 autres, on ne sait pas avec certitude si ce sont des sirènes. Si, lui, on sait que c'est une sirène.
et il a, un tatouage, donc ça a l'air d'être un peu un yakuza, voilà. On le découvre vraiment plutôt à la fin du tome 1. Lui, il reste très mystérieux, on ne sait pas du tout si c'est une sirène ou pas encore, mais on peut imaginer que comme ça va se construire une espèce de harem, d'hommes sirènes pour Massa. Hem et donc on retrouve cette idée d'une grande galerie de personnages qu'on a, dans, Yalichin, Beach Club. Mais ici, je trouve qu'elle a bénéficié de son expérience sur Yalichin pour faire quelque chose de mieux construit, de moins brouillon. Yalichin, ça part un peu dans tous les sens. Alors c'est aussi le principe de la série, mais quand même, je trouve que scénaristiquement, je peux comprendre qu'on puisse être un petit peu perdu et cetera. Surtout qu'il y a un large temps entre la sortie des tomes et pas que en France, hein. Pour le coup, au Japon, c'est comme ça aussi, puisque la série, Yalichin Beach Club, elle a commencé en 2012 en ligne sur Pixiv, en auto-édition, on va dire, et auto-édition numérique. Ça a été publié au Japon, le tome 1, en 2016, en édition reliée. Et donc là, on a, le septième tome qui sort le 23 juillet. Très bonne date, le 23 juillet, puisque c'est la date de mon anniversaire. Donc le tome 7 sort le 23 juillet au Japon. Donc voilà, 7 tomes, en quasi bah, pas quasi, en 10 ans, 2016-2026. Vous voyez que ça fait, moins d'un tome par an. Donc il faut pas mal attendre entre, 2 sorties de Yalichin, et donc ça peut être compliqué à suivre. Ici, dans My Mad Prince, je trouve que scénaristiquement, c'est mieux construit parce qu'évidemment, elle a beaucoup plus d'expérience que quand elle a commencé Yalichin. Je vous le dis, 2012, ça veut dire que c'était sa première vraie série. Elle avait fait des doujinshi avant de Kuroko's Basket d'ailleurs, c'est assez marrant. Beaucoup de doujinshi de Kuroko no Basket. Euh, mais vraiment, sa première série, c'est Yalichin. Alors même si elle a dû peut-être la revoir pour l'édition reliée, 2016, elle n'avait pas encore fait beaucoup, de choses, professionnellement au Geretsu Tanaka. Donc là, je pense que 10 ans plus tard, elle est quand même plus à l'aise, scénaristiquement et cetera, et elle arrive mieux, je trouve, à gérer son scénario, à gérer toute cette galerie de plein de personnages. On n'est à aucun moment, perdu, en tout cas pour l'instant avec ce tome 1. Donc voilà, je pense que, c'est d'ailleurs ce que dit Lilian, sur le chat. Il dit: «J'ai beaucoup aimé ce premier tome, très drôle. Yalichin Beach Club, j'avais moins accroché». Donc vous voyez, c'est mon intuition a l'air plutôt, bonne, en tout cas avec, l'exemple de Lilian, puisque je pense vraiment que, les personnes qui n'ont pas accroché à Yalichin, peuvent accrocher à Mermaid Prince, même si on est aussi sur de la comédie what the fuck. Je trouve que c'est mieux fait que Yalichin parce qu'elle a beaucoup plus, d'expérience aujourd'hui au Geretsu Tanaka, et qu'en plus il y a ce petit élément fantastique avec vraiment un objectif. Yalichin, il n'y a pas vraiment d'objectif, c'est genre la vie quotidienne de lycéen dans un faux club de photo qui en fait est un club, d'orgie entre garçons. Donc il n'y a pas vraiment d'objectif final, de cap, clair, si je puis dire. Hem Alors que dans Mermaid Prince, voilà, on a cet objectif-là de Massa qui doit trouver un homme sirène pour le féconder. Voilà, l'objectif il est clair, et on sait qu'on va avoir plusieurs prétendants pour pouvoir faire ça, etc., avant d'arriver au bon homme sirène. Probablement, hein, j'imagine que ça va se terminer comme ça. J'espère pour Massa qui va pouvoir avoir ses 100 millions de yens quand même. Mais voilà, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Après, c'est de la comédie, donc ça passe ou ça casse, hein. Moi, ça m'a fait hurler de rire à beaucoup de moments. Peut-être que vous, ça ne vous fera pas rire. Il y a des personnes, qui m'ont dit que ça ne les avait pas fait rire. C'est très subjectif, l'humour, la comédie, donc voilà, ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, je trouve que c'est une super proposition. Alors que dire des dessins, hein, avec Okeletsu Tanaka, on commence à être habitué à un très haut niveau. Mais voilà, moi j'aime toujours autant, le dessin, et notamment ici le chara-design des personnages, hein, qui sont vraiment extrêmement caractérisés. Bon, dans Yalichin aussi, chacun a sa personnalité, mais là je trouve que le chara-design est vraiment particulièrement, réussi. Voilà, on voit les différents, personnages à chaque interchapitre. On a aussi une petite illustration ici couleur à l'intérieur avec les mêmes 5 personnages. Donc voilà, vraiment ultra convaincu. C'est très clairement,
un énorme coup de cœur pour moi. J'en attendais beaucoup parce que j'adore Ogeretsu Tanaka. J'attendais de voir ce qu'elle pouvait faire d'autre en termes de comédie what the fuck par rapport à Yalichin. Et là, j'ai pas du tout été déçu. Alors moi, j'adore Yalichin, donc de base, je suis convaincu sur Yalichin, mais je trouve objectivement que Mermaid Prince passe encore un autre niveau et peut totalement aller convaincre des personnes qui, comme Lilian, n'avaient pas forcément accroché à Yalichin, mais qui a adoré Mermaid Prince. Et je ne l'ai pas dit, c'est sorti chez Taifu Comics. Et bien sûr, si vous allez à Japan Expo avec la présence de Ogeretsu Tanaka, vous pourrez acheter Mermaid Prince sur le stand de Taifu avec un autre manga de Ogeretsu Tanaka. Il y a le tome 6 de Yalichin Beach Club et en énorme avant-première Cake Dog Caramelized qui va être dispo sur le stand de Taifu à Japan Expo, alors qu'il ne sortira en librairie qu'en octobre. Donc plus de 3 mois, voilà, environ 3 mois d'avant-première, j'ai jamais vu ça. Je pense que j'ai jamais vu ça. Anna, ils ont déjà souvent ils ont des avant-premières, très avant-premières, souvent de un mois et demi, on va dire. Mais là, vraiment, d'avoir une sortie d'octobre en avant-première à Japan Expo, c'est quand même une folie. Donc voilà, il suffit de deux mangas d'Ogeretsu Tanaka à acheter sur le stand de Taifu pour avoir une dédicace. Alors bien sûr, il faut être dans les... je crois qu'ils ont 40 tickets par jour, donc il faut être dans les 40 premiers, évidemment. Et on va finir avec les nouveautés manga de mai. Ensuite, on fera rapidement les deux suites de séries et on finira avec DL Site. Juste avant, je lis le commentaire de Pucelot sur le chat qui dit Yarichin, j'adhère pas complètement, mais pourtant j'y retourne à chaque nouveau tome. Mais en vrai, c'est un peu un plaisir coupable. Enfin, voilà, c'est quand même du gros what the fuck, du gros n'importe quoi, avec effectivement du trigger warning à gogo. Donc, je pense qu'il y a ce côté un peu plaisir coupable qu'il n'y a pas forcément dans Mermaid Prince. Je trouve que c'est beaucoup plus avouable, entre guillemets, de lire Mermaid Prince parce qu'il y a un récit plus construit, plus fantastique, avec un vrai univers autour des sirènes, des règles très établies sur la vie des sirènes, etc. Autant Yalichin, voilà, je pense que c'est un énorme défouloir pour Ogeretsu Tanaka et qu'elle se fait juste plaisir en fait, quoi. Donc voilà. Puis l'autre qui dit c'est totalement ça, la petite voix qui dit oh quand même. Exactement. Et donc la dernière nouveauté, c'est du Boys Love chez Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight. Il s'agit de Avec le printemps fleurit l'amour. Voilà, une très jolie couverture qui va très très bien avec le titre, hein. On a plein de fleurs partout. On a deux personnages tout rougissants, tout mignons comme ça. Et alors vraiment, là, on peut totalement lire le manga à sa cover. La cover est mignonne et le contenu est ultra mignon. Voilà, vraiment. J'aurais pas grand chose à dire sur ce titre-là parce que, à part que c'est vraiment très très mignon. Donc pour l'histoire, ce sont deux étudiants qui étudient à Kyoto. Il y en a un qui connaît très bien la ville, l'autre qui ne la connaît pas, qui débarque vraiment à Kyoto sans connaître la ville. Il vient là uniquement pour ses études. Et donc l'un va plus ou moins faire visiter la ville à l'autre. Voilà. Ça va être un petit peu son guide et c'est ce qui va essentiellement les rapprocher. En rapprochement plutôt slow burn, on est dans la collection Moonlight, hein, donc voilà, on est sur quelque chose de très doux, on est sur quelque chose de, comment dire, de pas explicite du tout. Euh, donc vraiment du soft. Donc je trouve que à la fois soit pour démarrer le boys love ou si on lit assez peu de boys love, on peut totalement foncer là-dessus et c'est tout à fait l'objectif de Delcourt Tonkam, hein. La collection Moonlight, c'est pas du tout une collection dédiée au boys love, loin de là. Ils en sortent quelques-uns par-ci par-là dans la collection Moonlight, mais c'est pas essentiellement du boys love, loin de là. Donc clairement, ça vise un public qui ne cherche pas spécifiquement du boys love, qui cherche juste des récits assez mignons, assez doux, comme beaucoup de ce qui sort dans la collection Moonlight. Très bonne collection Moonlight.
Et en même temps, bah, pour donc les comme nous, a priori, qui lisons pas mal de boys love, bah, c'est aussi un récit, voilà, qui révolutionne rien, mais juste qui fait passer un bon moment, qui donne le sourire. Il y a pas de gros drama, il y a pas de gros enjeux et de temps en temps, j'avoue que ça fait du bien de lire ce genre de récit et on sait à chaque fois que, Delcourt Tonkam, la collection Moonlight, ça va être une garantie de, voilà, comme ça, passer un bon moment, de lire quelque chose de mignon, de pas prise de tête, tout simplement et bah, moi, ça m'a fait du bien de lire ça, tout simplement. Voilà, ça m'a donné le sourire. Le dessin, le design, j'ai beaucoup aimé, c'est très, très rond, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on a beaucoup l'habitude de voir en boys love. C'est vraiment pas, standardisé pour le coup. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est, un dessin, assez peu, oui, assez peu standard, voilà. Alors après ils sont très, très dans le blush, très, très dans le je rougis, voilà. Ce qui ajoute au côté, mignon, du récit, hein, voilà. On a vraiment beaucoup, beaucoup de blush, hem, voilà, juste c'est très mignon, c'est un one shot. Si vous voulez passer un bon moment, avec, 2 persos tout mignons qui se rapprochent, l'un de l'autre, tout doucement, tout tranquillement, sans R18 donc totalement tout public, et bien avec, Le printemps fleurit l'amour fait extrêmement bien, le travail. De suites de, séries, avec, d'abord alors ce n'est pas un boys love, mais chez Glénat, on a eu, le tome 3 de Promenons-nous dans l'espace, qui, donc est alors des fois on pourrait croire avec les covers, franchement même la première et tout, mais ce n'est pas un boys love, non, non, c'est une amitié entre 2 lycéens, dont un particulièrement qui est, neuroatypique, et qui est passionné d'astronomie et l'autre qui est plutôt, on va dire l'archétype du voyou, de la brute, du lycée, et bien, en fait, il va apprendre à connaître donc ce lycéen, qui du coup a des habitudes particulières, qui a besoin de tout noter, qui parfois, se retrouve, totalement tétanisé face à certaines situations un petit peu imprévues. Donc tout ça, ça va l'intriguer un petit peu et surtout ça va le faire réfléchir sur lui-même, sur, certains des comportements qu'il a, qui pourraient peut-être se rapprocher du spectre, on va dire, neuroatypique. Donc c'est assez intéressant à voir comme évolution. Et ici, on rentre enfin, j'ai envie de dire, un peu dans le vif du sujet de l'espace. Voilà, c'est quand même dans le titre, promenons-nous dans l'espace, puisque donc les 2 sont dans le club d'astronomie du lycée et là, ils vont faire une sortie au planétarium. Donc on va vraiment avoir l'astronomie qui est, pleinement, le sujet de ce tome 3, alors qui est toujours prétexte à parler de la neuroatypie, du personnage principal et comment dire? De l'évolution de l'autre personnage plus, plus voyou. Mais voilà, c'est toujours aussi intéressant, toujours aussi attachant, toujours aussi émouvant parce que, voilà, voir ce personnage neuroatypique vraiment dans des situations, qui le font totalement paniquer, qui le rendent totalement anxieux, et bien c'est très touchant, ah et Léonie, coucou, coucou à toi. Donc voilà, c'est pas un boys love, mais la neuroatypie du personnage, moi, me touche énormément, et j'adore cette série et donc voilà, je prends grand plaisir à continuer, à la lire. Donc Promenons-nous dans l'espace, le tome 3 chez Glénat. Et l'autre, suite de série, c'était chez Taifu, c'était Unlikely Lovers, le tome 2. Alors c'est malheureusement le deuxième et dernier tome, voilà. Bon, déjà ce tome 2, c'est un peu un bonus, par rapport, au tome 1 puisqu'il me semble qu'à la base c'était un one shot et que ça a juste eu droit à un sequel. Unlikely Lovers, à la base, c'est l'histoire donc heu, d'un streamer qui va donc s'installer dans un nouvel appartement
et qui va embêter son voisin qui lui est mécanicien, donc vraiment rien à voir. Parce qu'en fait, bah, quand il fait des streams comme moi je fais là, mais moi ça va, j'ai une grande maison et j'ai pas de voisin juste à côté, donc je peux faire le niveau de décibels que je veux. Mais eux, ils ont vraiment des appartements l'un à côté de l'autre, et donc le mécanicien est très dérangé quand le streamer bah, fait du bruit quand il est en live comme moi ici. Donc, ça commence plutôt mal entre les deux, mais évidemment, on est sur du boys love, donc les deux vont finalement se rapprocher et sortir ensemble. Et moi, j'aime beaucoup, en général, les sequels, je préfère souvent au tome 1. Alors, j'avais adoré le tome 1 de Unlikely Lovers, parce que déjà, la thématique du stream, et puis c'était très mignon, voilà, très, très, très adorable, très rigolo et tout et tout. Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils sont en couple, je trouve que ça permet d'aborder des thématiques qui, moi, m'intéressent un petit peu plus, que je trouve un petit peu plus matures, etc. Et ça a été le cas dans ce tome 2. Donc j'étais très contente de les retrouver, un peu triste de les quitter. Alors j'ai pas été frustrée parce que dans l'absolu, voilà, c'est de la tranche de vie, donc on peut s'arrêter à n'importe quel moment, en fait, de leur existence. On n'est pas sur un suspense incommensurable à la fin du tome 2, mais il y a clairement le matériel, il y avait vraiment de quoi, aller au-delà, de ce tome 2, au moins pour un tome 3, je pense. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais c'était en tout cas un vrai plaisir de, retrouver ces 2 personnages dans Unlikely, Lovers. Oh, et Léonie qui dit promenons-nous dans l'espace, c'est excellent. Et j'ai connu un ado autiste tout à fait comme le héros. Le manga est sorti au décès de ce gamin et je continue de penser à lui à travers ce triste, à travers ce titre. Ça me rend tellement triste que j'en bégaye. C'est très émouvant comme histoire, et Léonie, très émouvant. Et je pense vraiment que ce manga, il peut faire beaucoup de bien, effectivement, aux personnes concernées ou aux entourages des proches concernés. Et pareil pour Léonie sur Like Lovers, hein, qui ne serait pas contre elle non plus. Un troisième tome. Bon, ça n'a pas l'air de se profiler. Alors vraiment, la série est considérée comme terminée au Japon. On ne sait jamais, mais bon, voilà, a priori, c'est quand même plié. Et on va finir ce stream avec tadam, le site donc DL Site. Je le redis, je fais des vidéos sponsorisées avec eux en Reel et en TikTok, mais ce soir, c'est pas du tout dans ce cadre-là que je vous en parle. Voilà, c'est pas le partenariat ce soir. C'est juste moi qui ai découvert ce site-là et qui me suis dit, mais what, ça existe? Ça existe, on peut avoir accès à des dizaines et des dizaines en français et des centaines si on parle anglais, de doujinshi. Il y a notamment beaucoup de doujinshi qui viennent de la convention J-Garden, qui est vraiment une des plus grosses conventions. Alors, pas spécifiquement Boys Love, mais en tout cas qui cible un public féminin. Donc avec des doujinshi à destination du public féminin. Donc quand même beaucoup de boys love, on va pas se mentir. Et donc du coup, il y a beaucoup d'artistes qui sortent leur doujinshi en auto-publication, en auto-édition à la J-Garden. Et ensuite, ça peut se retrouver sur notamment DL Site, donc cette plateforme numérique, hein. Donc voilà, vous n'allez pas recevoir le doujinshi en physique, puisque ça serait quand même assez compliqué. Je l'ai dit, c'est de l'auto-édition, de l'auto-publication. Donc, les envois à l'international et tout, si c'est les artistes qui devaient les gérer, ça serait vraiment compliqué. Donc là, justement, c'est un peu une alternative puisque ces doujinshi-là, on les retrouve en convention. On peut les retrouver peut-être dans des boutiques spécialisées, notamment à Tokyo. Je vous dirai ce qu'il en est en janvier, quand je partirai à Tokyo. Euh, mais sinon, en dehors du Japon, c'est très difficile de trouver des doujinshi. Et puis de toute façon, si vous voulez trouver les doujinshi quand vous allez en voyage au Japon, comme moi prochainement, bah, ils seront en japonais. Donc c'est quand même embêtant. Donc voilà, DL Site, c'est vraiment une plateforme qui va pouvoir comme ça faire partager à l'international
des doujinshi en anglais et en français. Et alors, c'est pas de la traduction par IA, c'est vraiment des vraies traductions faites par des humains. Hem et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et donc dernièrement, notamment DL Site, donc c'est un site évidemment tout à fait légal, et cetera, a pour vous dire, par exemple, Natsuki Kizu qui donc est, l'autrice de Given, elle a souhaité, enfin elle est passée en tout cas par la plateforme DL Site pour proposer son doujinshi de Given qui s'appelle Given Backside. Donc Given bien sûr c'est édité professionnellement, mais ce doujinshi vu qu'il est R18, je pense que c'était pas possible de le sortir en bonus officiel, via l'éditeur, professionnel de Given au Japon. Donc elle a, fait son propre doujinshi qu'elle a elle-même vendu en convention. Et donc ce doujinshi, bah, il était disponible en japonais, très difficilement disponible, enfin en tout cas il s'est tellement arraché en physique, y compris à l'international, que très compliqué de se le procurer en version papier. De toute façon, il est en japonais. Donc là, vraiment sur DL Site, Given Backside par exemple, le doujinshi de Given R18, vous pouvez donc le trouver en version française officielle sur le site. Alors au début, il était à moins 50, donc je crois qu'il était autour de 2 euros et quelques. Et finalement, enfin finalement, je veux dire ça c'était pour le lancement. Donc là, il a été lancé fin avril, donc maintenant il n'y a plus la promo de lancement. Mais bon, ça reste, je crois, 4,50 €, ce qui est relativement raisonnable, même si le doujinshi est plutôt court, puisque c'est le principe d'un doujinshi, hein. Généralement, ça fait entre 30 et 50 pages, pas plus. Donc, vous pouvez notamment trouver Given Backside, mais beaucoup d'autres. Puis ce fait qui dit merci pour le lien pour Given, j'aurais jamais trouvé, perso, je m'y perds sur cette plateforme. Alors effectivement, c'est vraiment le côté négatif de cette plateforme, c'est que la recherche de doujinshi est vraiment compliquée. C'est-à-dire que effectivement, même si vous tapez Given Backside, vous n'allez pas tout de suite tomber sur le bon doujinshi. Donc c'est quand même embêtant. Donc effectivement, la fonctionnalité de recherche, la barre de recherche, elle est pas très bien faite. Ça, je vais pas mentir dessus, voilà. Hem, mais du coup, c'est aussi pour ça que je fais des sélections. Pour le coup, en partenariat rémunéré avec DLSite, je fais des petites sélections. Donc je vais vous parler de quelques titres que j'ai découverts et voilà, si vous voulez du coup accéder directement à ces doujinshi, n'hésitez pas à venir me voir en DM sur n'importe quel réseau, parce que là évidemment je peux pas mettre les liens ici puisque c'est essentiellement du R18, enfin la plateforme elle est très clairement R18, même si je vais parler d'un doujinshi qui n'est pas R18. Alors pareil, je vais pas vous montrer non plus les covers de ce dont je parle, parce que c'est des covers qu'on peut vraiment pas montrer sur Twitch, YouTube, etc. Donc voilà, et même les titres, je vais pas toujours pouvoir vous les dire en entier. Donc voilà, on va se débrouiller comme on peut. Donc moi, la première fois que j'ai découvert la plateforme, donc j'ai pu faire ma propre sélection, hein, bien sûr. Et donc je suis tombé notamment sur The Human Ranch. The Human Ranch, imaginez, comment dire? Vous voyez les élevages de bétail, et cetera. Eh bien, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'ici, ce n'est pas du bétail, qu'on a dans des espèces de fermes, ce sont des hommes, des humains. Et on a, donc des humains qui sont élevés, non pas forcément pour être mangés au sens propre, mais pour, voilà, pour servir d'amusement aux monstres, voilà. Donc on a ce type de récit assez créatif, si je puis dire. Donc ça s'appelle The Human Ranch, donc ça je crois qu'il est disponible qu'en anglais, et il y a le spin-off, Le Manoir de l'Obscénité, qui lui est disponible en français. Et donc là on voit justement un peu l'étape suivante, c'est-à-dire une fois qu'ils ont été élevés à la ferme, il y en a certains qui sont sélectionnés pour aller dans un manoir et ils vont vraiment servir à amuser en gros, les plus riches monstres, enfin monstres bêtes, quoi, bêtes de manière générale.
C'est pas le même genre de lait, exactement, exactement. Mais en plus, justement, on leur tire le lait. Voilà, mais c'est effectivement pas du lait. Donc on est un peu comme dans la ferme de Monsieur A, le webtoon, sauf que dans la ferme de Monsieur A, c'est des hommes bêtes qui sont élevés à la ferme. Alors que là, vraiment, c'est des humains humains. Juste humains, quoi. Donc voilà, totalement what the fuck, évidemment, R18. Ensuite, j'ai découvert très original, ça pour le coup, vous voyez, c'est quelque chose que je pense qu'on peut trouver qu'en doujinshi et pas en publication, entre guillemets, professionnelle. Ça s'appelait It's Raining, et je vous dis pas la suite parce que je peux pas la dire. Mais donc le principe, ce qui est très original dans le doujinshi It's Raining, c'est qu'en fait, on n'a qu'un personnage. Voilà, on n'a pas de couple, on n'a pas 2 personnages et pourtant on a des scènes R18. Donc le principe, il est très simple, c'est que comme le titre l'indique, c'est un jour de pluie et en fait la pluie dans l'immeuble où habite, le gars, je crois qu'il est étudiant, la pluie fait beaucoup de bruit et donc l'étudiant, il se dit: «Beh, chouette, c'est l'occasion parfaite, pour utiliser tous mes jouets pour adultes, parce que mes jouets pour adultes, ils vont, me faire crier et cetera et donc si je le fais quand il y a un gros silence, bah, tous mes voisins vont m'entendre crier et donc là, il se dit: «C'est le jour ou jamais, il pleut énormément, ça fait beaucoup de bruit dans l'immeuble, je pourrais crier sans que mes voisins m'entendent, il y a pas de souci» et donc voilà, on suit en fait une séance de d'auto-plaisir, avec des jouets pour adultes et donc vraiment tout le long du doujinshi, il est tout seul. J'ai trouvé ça, vraiment créatif, vraiment intéressant et quelque chose qu'on pourrait pas voir, je pense, en édition, entre guillemets «professionnelle». Ensuite, on a je vais juste jouer à un jeu vidéo. Là aussi, je vous dis pas le reste du titre parce qu'il peut pas se dire. Donc là, on est sur un streamer, mais pas le même style de. Enfin, si, c'est un streamer jeu vidéo. Donc, un peu comme dans Unlikely Lovers. Enfin, il n'est pas streamer jeu vidéo, mais bref. Il est streamer, voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Il est streamer gaming, lui en l'occurrence. Et en fait, il est interrompu un jour par un démon qui, se nourrit de semences humaines, et donc voilà, il va faire, ce démon ce qu'il a à faire, pour avoir la semence du streamer. Voilà, c'est juste ça l'histoire, hein, enfin, ceci dit, c'est intéressant puisque du coup, il y a une suite à ce doujinshi où il y a un autre succube, mais cette fois qui est plutôt côté ange, donc on a un ange et un démon et donc il y a quand même un petit univers, un petit, lore, voilà, qui est quand même construit, un petit univers et voilà, c'est extrêmement sexy, c'est vraiment fait pour du R18, pur et dur, hein, voilà, mais moi j'ai vraiment adoré. Lakoyasu qui dit: «Oh my god, Human Wrench, mon cerveau a la vision un peu trop vite». Mais vraiment, t'es pas au bout de tes surprises, hein. Voilà, je t'invite à te renseigner sur The Human Ranch. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous l'ai dit, il y a Given Backside donc, qui est disponible. Alors, c'est du R18 relativement soft hein, quand même. Voilà, ça reste du Given, mais quand même, voilà, comparé au récit officiel, ça fait un petit peu bizarre de les voir dans cette situation-là. Alors, on est sur plutôt la temporalité de Given Tense Mix, donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment adultes, je crois qu'ils ont 26 ou 27 ans. Euh, c'est sur Mafuyu et Uenoyama, le couple principal. Donc voilà, ils sont très adultes, tout ça, tout ça. Et donc les 3 autres, qui étaient dans ma sélection, là du mois de juin, donc on avait Mal d'amour décalé. Alors j'ai toujours pas compris le titre et des fois les titres sont traduits bizarrement, mais un petit peu comme sur Les in France par exemple, vous voyez? Les titres sont traduits bizarrement, mais après les traductions vraiment, de l'œuvre en tant que telle, elles sont tout à fait correctes. Donc là voilà, Mal d'amour décalé, je sais pas pourquoi ça porte ce nom-là. Donc ça, c'est un doujinshi entre guillemets «tout public». Donc c'est-à-dire qu'il y a pas de scènes intimes, il y a pas de scènes R18 dans ce doujinshi. Je savais pas que ça existait. Pour moi, doujinshi, c'était forcément associé à du R18, mais doujinshi boys love, en tout cas, c'était associé à du R18 et en fait, pas du tout.
il y a, des, doujinshi qui ne sont pas R18 et celui-ci en fait partie. On est sur 2 amis d'enfance qui, en grandissant, bah, vont avoir un peu des centres d'intérêt, différents et donc ils vont un petit peu se séparer. Ils vont être dans des, cercles d'amis un petit peu différents. Enfin, il y en a même un qui a plus vraiment d'amis, et donc voilà, ils se sont un petit peu séparés, sauf que le plus discret, il a vraiment un gros crush sur le plus, populaire. Donc il va en parler à son voisin, donc avec lequel ils ont grandi parce qu'ils habitent tous dans le même quartier. Donc c'est vraiment quelqu'un que tous les 2 amis d'enfance considèrent comme un grand frère. Donc il va lui octroyer des concerts et même des concerts, des conseils et même un petit stratagème en fait pour tester un petit peu les sentiments de son ami d'enfance. En fait, c'est génial parce que ça nous induit totalement en erreur sur ce qui se passe entre le grand frère et l'ami d'enfance. Donc vraiment, j'étais là: «Ouh là là, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça?» Et puis finalement, on a le reveal pas très longtemps après, puisque je l'ai dit, un doujinshi, c'est de 30 à 50 pages, hein, mais un tout petit peu après, du coup, on a, comment dire? On a, le reveal de ce qui s'est passé entre le grand frère et l'ami d'enfance et donc c'est marrant parce que moi, je suis, un peu tombé dans le panneau, j'avoue, que l'artiste a attendu, et voilà, c'était assez mignon, comme récit entre ces 2 amis d'enfance. Doujinshi, de base, c'est juste que c'est autoproduit, c'est l'équivalent du mot fanzine au final. Oui, oui, tout à fait. Même si dans le monde du BL, c'est presque toujours R18. Moi, c'est plus ça, en fait. Vu que vraiment, ce qu'on appelait le yaoi dans les années 80, c'était vraiment des doujinshi boys love R18. Enfin, on ne disait pas boys love, mais en tout cas des doujinshi vraiment entre mecs, et c'était très souvent quand même R18. Voilà, j'avais associé Dojinshi Boys Love à effectivement du R18. Autre titre, autre Dojinshi, alors cette fois-ci très R18, puisque déjà ça s'appelle Je veux voir ton bip. Voilà. Euh, donc là, on est aussi sur 2 élèves, 2 étudiants, alors ils sont peut-être à la fin du lycée, et donc il y en a un qui demande à son bah, qui fait une demande un petit peu osée à son camarade, d'où le titre, voilà: «Je veux voir ton bip». Donc il fantasme plus ou moins sur son camarade qui est très grand, très musclé, sportif, style un peu macho, mais il l'est pas, mais il dégage un peu ce truc-là très viril en tout cas. Donc il fantasme totalement sur lui et un jour il va avoir l'occasion de peut-être faire des choses avec lui, même si le sportif, lui, il se pense totalement hétéro et tout. Et bon, ça va quand même un peu remettre son orientation en question. Les dessins sont vraiment superbes. Alors malheureusement, il y a de la censure, c'est la loi japonaise. Voilà, les doujinshi sont censurés, malheureusement. Mais en tout cas, ça reste extrêmement, extrêmement sexy. Et enfin, je pense que, vraiment c'est le doujinshi que comment dire? Que j'ai préféré lire parce qu'il est vraiment totalement what the fuck. Donc ça s'appelle Jeu de Glory Hall, voilà. Je vais oser le dire, j'espère que ça va passer. Donc on est sur une sorte de revisite, du concept de fête foraine, des attractions de fête foraine, mais version R18, voilà. Donc on va avoir des clients comme ça qui viennent dans, cette espèce de parc d'attractions, R18 et qui vont, pouvoir faire diverses attractions. Donc la première, c'est par exemple, vous savez, ce jeu des ficelles où, on tire une ficelle à la fête foraine et on ne sait pas à quoi la ficelle est reliée. Donc soit c'est un jouet un petit peu pourri, soit c'est une très grosse peluche, donc voilà, c'est un peu le hasard, qui fait bien ou mal les choses. Et donc là, c'est le même principe, on a plusieurs ficelles, on ne sait pas à quoi c'est relié, enfin en tout cas on ne sait pas à qui c'est relié plutôt. Donc en fait, en face d'eux, les clients, ils vont avoir 9, je crois, 9 mecs dont on voit juste le derrière. Ils ont quelque chose dans le derrière et ça c'est attaché donc à une corde, voilà, une corde comme dans les fêtes foraines. Et donc suivant la corde que vous tirez,
eh bien, suivant l'objet, que ça fait tomber, eh bien, c'est, telle personne ou telle personne que vous allez ensuite, dont vous allez pouvoir vous occuper, si je puis dire. Voilà. Donc ça, c'est une première épreuve et après il y a d'autres épreuves, d'autres attractions comme ça, un petit peu sur le principe des attractions qu'on peut trouver dans la fête foraine, mais toujours adaptées en version R18 et en plus, c'est assez comment dire, il y a une originalité supplémentaire, c'est que donc nous, on va suivre un client qui est là pour se venger d'un mec qui le harcelait à l'école, enfin au collège ou au lycée. Donc voilà, il est vraiment là pour se venger du gars qui, lui, du coup, fait partie des mecs exploités, qui font partie des attractions, le gars, le harceleur. Et c'est assez intéressant, il y a une certaine forme de morale à la fin que j'ai trouvé assez amusante, un petit clin d'œil comme ça, de moralité que j'ai trouvé assez amusant et que je vous laisserai découvrir donc dans ce doujinshi, jeu de Glory Hall, voilà. Donc c'est quelques exemples de ce qu'on peut trouver sur le site. Donc je l'ai dit, il y a des doujinshi pas du tout R18, il y a des doujinshi un peu R18 type Given Backside, et il y a des doujinshi très 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 R18 où vraiment c'est le plot principal, hein, le côté R18. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Vous pouvez facilement avec des tags, pour le coup, trier en fait, suivant les tropes que vous préférez, suivant ce qui vous attire plus ou moins. Après, effectivement, si vous cherchez un titre, un doujinshi en particulier, la barre de recherche, elle est assez mal faite de ce côté-là. Donc je l'ai dit, ou pas, je sais plus, mais DLSAC, donc bien sûr, c'est une plateforme payante, hein, comme n'importe quelle plateforme qui propose des œuvres et d'autant plus des œuvres auto-publiées pour le coup. Mais en fait, souvent, vous avez des réductions, donc vous avez souvent des soldes. Donc il y a plein de titres là que j'ai cités qui sont encore aujourd'hui à moins 50%. Et en plus de ça, vous avez des espèces de bons de réduction qui peuvent aller jusqu'à 20-25% parfois. Donc tout ça cumulé, ça fait que souvent vous avez des dojinshi, il y en a certains, moi quand je les ai pris, c'était 1 euro. 1 euro, 1,20 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas cher du tout, quoi. Sachant qu'en plus, alors sauf pour Given Backside, parce que je pense qu'ils avaient peur du piratage et que ça se retrouve en scan illégaux. Mais sinon, pour tous les autres dojinshi, c'est vraiment du téléchargement. Donc vous pouvez soit le consulter en ligne, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi télécharger le doujinshi et vraiment vous avez le fichier PDF, les fichiers images qui vraiment vous appartiennent. Donc c'est pas de la location, c'est pas comme les webtoons par exemple où le jour où la plateforme n'existe plus, bah, vous avez tout perdu. Là, DL Site, vraiment, vous achetez votre doujinshi, il est à vous. Voilà. Donc, je l'ai dit, sauf l'exception de Given Backside, mais qui est un cas particulier parce que Given, c'est une œuvre internationalement connue et donc je pense qu'ils voulaient limiter les risques que ça se retrouve en scan. Mais sinon, voilà, vraiment, vous avez ce principe-là que vous pouvez télécharger en hors ligne, en stocké sur votre propre disque dur, pas dans le cloud ou quoi que ce soit. Vraiment, vous pouvez acquérir définitivement l'œuvre en question. Donc voilà, comme ça, j'aurai sûrement l'opportunité encore en juillet de vous faire une nouvelle sélection de dojinshi. Donc n'hésitez pas à suivre ça sur Instagram et TikTok pour, parce que c'est vrai qu'on peut être un peu, comment dire, submergé par la quantité de dojinshi qu'il y a. C'est pas évident de faire le tri suivant ce qu'on recherche, etc. Donc voilà, j'essaie toujours de faire des sélections assez variées avec du what the fuck, du mignon, voilà, des choses assez variées parce qu'il y a un catalogue extrêmement varié. Je le note aussi, alors je ne l'ai pas encore testé, mais il y a aussi de l'audio sur ce site-là, donc des sortes de CD-dramas, on va dire, qui sont parfois traduits au moins en anglais. Je crois pas qu'il y en ait en français, mais voilà, ça arrive que ça soit traduit au moins en anglais, les audios. Et vous avez aussi euh,
des sortes d'animés, même si c'est pas un animé au sens où on l'entend quoi, mais voilà, ça pareil, j'ai pas trop, testé. Moi, je suis vraiment sur les doujinshi et là, j'en ai encore, regardé, découvert encore, cet après-midi qui ont l'air d'être assez prometteurs. Et donc le site, bah, c'est DLSite, hein, vous tapez dlsite.com tout simplement et vous allez atterrir sur le site. Mais si vous voulez, je le redis, les liens précis de certains dojinshi que j'ai cités, n'hésitez pas à me contacter en DM.